Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle review, cette fois consacrée à une figurine de la marque Bandai et de la gamme SH Figuarts, Jeice de Dragon Ball Z. Je sais, ça peut paraître bizarre que j'entame des reviews sur la série Dragon Ball par un personnage tout à fait secondaire. Ma collection personnelle est déjà entamée depuis un petit moment, mais voilà, c'est maintenant que l'idée m'est venue de me lancer là-dessus. J'ai pas d'autre explication. Mais je trouve tout de même qu'il y a un aspect intéressant, c'est que Jeice, c'est le genre de personnage qu'on n'aurait jamais pu rêver avoir étant enfant. Bon, forcément, vous le savez, Dragon Ball est une série qui date des années 80, Dragon Ball Z plutôt 90. Donc c'est la vieille époque, c'est une époque où c'est vrai, il y avait déjà pas mal de figurines, mais elles n'avaient pas le niveau de finition qu'elles ont aujourd'hui. Les gammes n'étaient pas développées comme elles le sont, et en plus en ce qui concerne Dragon Ball, alors quand je dis Dragon Ball, c'est le terme générique, hein. C'est le nom du manga, ça englobe Dragon Ball Z. Ça englobe, pardon. Alors, on n'était pas bien servi au niveau de Dragon Ball. Il a fallu attendre le milieu des années 90 pour voir débarquer en France différentes gammes, dont la Super Battle Collection. Pourquoi est-ce que je parle de celle-là? Eh bien, tout simplement parce qu'au niveau des échelles, elle correspond plus ou moins à celle des Figuarts. Les Figuarts sont à, que je ne dise pas de bêtises, en moyenne à 1/12e. Enfin, je dis en moyenne à 1/12e. Donc les personnages qui sont donc de taille moyenne font à peu près 15 cm. Ce qui est très probablement le cas de Jeice ici présent. Et donc les Super Battle Collection étaient, de mémoire, j'en ai eu, je ne les ai plus, sinon je vous aurais montré des comparatifs. Elles étaient grosso modo de cette taille-là. Mais sinon, à l'époque de la diffusion au Club Dorothée, dans les premières années, on n'avait rien du tout. Et je pense qu'au Japon, ils n'étaient pas beaucoup plus servis, ou alors il y avait des figurines qui sortaient comme ça, plic-ploc à l'unité. Mais il n'y avait pas de gamme qui se prolongeait avec du suivi, Goku, Piccolo, Vegeta, Gohan et les autres. Quant à la Super Battle Collection, puis j'en finis avec ça, alors oui, on avait les personnages principaux, ceux que je viens de citer forcément, on avait les antagonistes majeurs, comme Cell, Freezer, Boo, et c'est à peu près tout. Il n'y avait aucun personnage secondaire qui était produit. Aujourd'hui, Bandai réalise nos rêves, nos fantasmes. Pour rappel, la gamme des SH Figuarts, donc des Dragon Ball SH Figuarts, parce que SH Figuarts, ça fait d'autres séries aussi, hein. Moi, je me concentre sur les Dragon Ball, mais il existe les Sailor Moon et bien d'autres choses. Donc ça existe depuis une dizaine d'années. Au début, le rythme de production était assez lent, c'était 3 à 4 figurines, pardon. Mais depuis quelques temps, depuis 2, 3, 4 ans peut-être maximum, on a une figurine par mois. Et ils ratissent large, hein. Depuis quelques années, ils font enfin la gamme de Dragon Ball classique. Ils font essentiellement Dragon Ball Z, ça reste la série la mieux représentée dans la gamme. Et aussi quand même du Dragon Ball Super, forcément, puisque c'est d'actu. Et même si l'anime est arrêté, il y a le manga qui continue, il y a eu le film Broly. Bref, c'est une gamme qui a déjà dû exploiter au bas mot une cinquantaine de figurines, si pas 70-80, je sais pas, j'ai pas compté. Donc pour ma part, j'ai déjà Guinou, hein, qui est sorti il y a quelques mois. Je vous le montrerai tout à l'heure puisqu'il va de pair avec Jeice. Et donc voilà, ils viennent de lancer Jeice, c'est le deuxième de la gamme à sortir, mais les autres vont suivre de très près. Le mois prochain, on devrait recevoir Ricom. Et alors, je pense que c'est pour juin au Japon et donc juillet chez nous en Europe. On aura Burta et Guldo dans un même pack, parce que Guldo n'est pas assez vendeur en tant que tel, hein, il est clairement plus faible, plus petit que les autres. Donc pour des raisons narratives et des raisons marketing, il ne pouvait pas être vendu seul, mais il est en bonus avec Burta. Et donc, à terme, d'ici l'été, vous pourrez reproduire la danse au grand complet des 5 membres du Commando. Et tant qu'on parle de Namek, bien sûr, Freezer dans son pod, dans sa première forme, est prévu. Il va sortir juste avant Burta, je crois. Voilà, donc concentrons-nous sur Jeice. Pour rappel, je l'ai acheté chez l'excellente boutique Funky Shop. Funky Shop qui est donc une boutique française où vous l'aurez au prix de 66,90 €. C'est donc un prix dans la tape, hein. Et je le dis à chaque vidéo, mais je le répète au cas où ce serait la première vidéo que vous regardez sur ma chaîne, ce qui est tout à fait possible puisque je n'avais encore jamais parlé de Dragon Ball sur ce format. Le service clientèle est 5 étoiles. Voilà, c'est vraiment la boutique que je vous recommande. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais je mets le lien bien sûr dans la description. Alors, qu'avons-nous avec Jeice? Eh bien pour ça, on va ouvrir les blisters. Voici à présent les blisters de Jeice. On peut donc constater que Bandai, plus le temps passe, plus ils sont généreux en termes de contenu.
Alors nous avons 4 visages, on va y revenir. Ça c'est encore la tape, la plupart du temps les figurines ont 4 visages dans une Dragon Ball Figuarts, mais surtout, il y a pas mal de bonus. Et pas toutes les figurines, mais je dirais en gros une figurine sur 2 ou sur 3 au pire a des bonus. Ici en l'occurrence, la Dragon Ball de Namek numéro 2. Voilà, vous l'aurez compris, en ce moment Bandai nous produit les figurines de Namek avec à chaque fois une Dragon Ball de sorte à ce qu'on puisse collectionner les 7, tout simplement. Ils ont donc commencé avec Guinou, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait la boule numéro 1 de mémoire. J'en ai pas parlé, mais entre-temps, il y a eu Kid Gohan, enfin le petit Gohan tel qu'il est sur la planète Namek, qui lui avait la Dragon Ball numéro 4. Ji, c'est donc le 3e personnage avec une Dragon Ball. Forcément, Riku m'aura la sienne. Burta, avec Guldo inclus, en auront une également, pardon. Freezer avec son pod, et il en reste une qui est vacante. Là, on ne sait pas quelle figurine sera vendue avec, mais on présume que ce sera Bulma, puisque Bulma Namek a été teasé lors d'un salon Tamashi au mois de novembre dernier. Et comme vous le voyez, ce ne sont pas les seuls bonus. Il y a aussi une paire de rechange d'épaulettes. Nous avons une tête de Goku, je vais dire possédée par Ginyu, puisque Ginyu forcément échange son corps avec Son Goku. Nous avons donc le visage qui nous est fourni, et qui bien sûr sera compatible avec le corps de Goku. Et également la valisette verte que Jis a en sa possession, et qu'il remet lors de son arrivée sur Namek à Freezer. C'est une valise qui contient les scooters. Alors je vois qu'on a un double blister, si je puis dire ainsi, avec les mains de rechange. Voilà. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur la chaîne, vous savez que j'ai déjà fait quelques reviews des figurines de la marque NECA. Des figurines de cinéma. Et là, je testais à chaque fois toutes les mains, etc. Hormis celles qui vont me servir pour les posings, mais je ne vais pas faire le test de chacune des mains. Car, désolé de dire ça au sujet de NECA, mais Bandai est quand même nettement plus solide à ce niveau-là. C'est très très rare quand il y a une blague. Donc à ce niveau-là, je leur fais confiance. Je ferai le test avec une devant vous, au cas où vous n'auriez jamais acheté de figurines de ce genre et au cas où vous découvririez ce genre de vidéo. Je vous montrerai comment est-ce qu'on fait pour les enlever et en mettre de nouvelles, mais je ne vais pas les tester toutes. Avec NECA, donc je le fais parce que là, il y a des soucis de casse beaucoup plus fréquents malheureusement. Et alors, un truc que j'ai oublié de préciser, je vois qu'on a ici une espèce de tige en plastique. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais bon, il y a un mode d'emploi. C'est vrai que je ne vous ai pas présenté la boîte, mais les boîtes Bandai Figuarts sont tout à fait banales. Elles n'ont aucun mérite esthétique, je vais dire, contrairement au NECA. Et alors, je vois aussi qu'il y a une partie détachable de son armure. À mon avis, c'est une partie qui doit se mettre dans le dos. Eh bien, on va de toute façon faire le testing des accessoires et ensuite on passera à un comparatif que je ferai en off des visages pour voir s'ils sont raccords avec l'animé et ou le manga. Mais je me baserai sur l'animé car d'une manière générale, ce sont les coloris de l'animé qui sont respectés dans les figurines Figuarts. Et oui, je pense que j'ai oublié de le dire, la boule de feu du Crushing Ball, la seule attaque de mémoire que Jis fait, car Jis n'est pas un personnage qui se bat beaucoup. Il a d'abord un combat contre Goku, qu'il mène de front avec Burta, où ils vont se faire complètement ridiculiser. C'est un combat qui a servi à mettre en évidence l'énorme power-up dont jouait Goku à ce moment-là dans la série. Et puis un petit peu plus tard, il va se faire one-shot par Vegeta. En tout cas, dans le manga, c'est expédié en quelques cases. Dans l'anime, ça dure quelques minutes, mais il n'en touche pas une, car Vegeta lui-même, entre-temps, a eu un power-up. Jis, c'est clairement pas un personnage qui a brillé. C'est le genre de personnage que les gens vont acheter parce qu'il faut collectionner les 7 Dragon Ball et parce que le commando Ginyu, c'est un tout. On a les 5 ou on n'en a aucun. À la rigueur, Ginyu, le leader, qui lui va durer un peu plus longtemps dans l'histoire, qui est plus charismatique, on peut supposer que certains vont se contenter de l'avoir, mais sinon, si vous achetez Jis, ça veut dire que vous allez acheter Ricom et Burta Guldos. Ça, je pense que ça va de soi. Ce n'est probablement pas le personnage pour lequel on nourrit une affection toute particulière. Maintenant, je peux me tromper. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, bien sûr. Voilà, maintenant, à première vue, le sculpte est très bon, comme quasi toujours avec les Figuarts Dragon Ball. Bandai est généralement très bon sur ce domaine. Mais voilà, c'est pas un personnage qui a été mis particulièrement en valeur dans la série. Il a son look pour lui, c'est vrai. Un look tout à fait atypique. Mais c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, on en connaît très peu, voire même pas du tout, on ne connaît rien du tout, je pense, sur son background. Voilà, je crois qu'il existe surtout au regard du groupe qu'il forme avec les 4 autres. Voilà, maintenant on va passer au déballage des accessoires.
test, présentation d'une manière générale. Et puis on fera donc le comparatif. A tout de suite les amis. Passons à présent à la partie testing de la vidéo. Testing bien sûr des accessoires comme j'ai dit, mais aussi du SRM, stabilité, rigidité, maniabilité. Et spoiler alerte, les Figuarts de Bandai c'est le top dans tous ces domaines. Mais il faut vous le prouver. Enfin, je dis vous le prouver, je pourrais avoir de mauvaises surprises, hein. Je découvre la figurine en même temps que vous. Donc, tout d'abord, la stabilité. Voilà comment je fais, personnellement, c'est ma stratégie. Je la prends, je lui mets le posing le plus simple, hein, au garde à vous. Et sans trop réfléchir, voilà, je la pose d'un coup sec et ça marche. Maintenant, passons donc à la rigidité. Pour ça, ce que je fais, je m'inspire de mes amis youtubeurs qui font d'excellentes reviews sur les figurines Senseiya. Et je fais ce qu'on appelle le test de la danseuse. Le grand écart d'une jambe, d'un bras. Et vous voyez, ça ne retombe pas, hein. Donc c'est que c'est suffisamment rigide. Même chose de l'autre côté. C'est bon, c'est nickel. Maniabilité, eh bien la figurine est rigide, ce qu'il faut, mais elle reste en même temps très souple dans le sens où on peut très facilement jouer avec les différentes articulations, sans forcer. Et ça c'est très agréable, ça veut dire qu'on n'aura pas peur de la manipuler tout simplement. Vous voyez, j'ai vite fait sans le vouloir de lui donner un posing entre guillemets. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Maintenant, regardons un petit peu le sculpte. Même si je vous l'ai dit, pour ce qui est du raccord des visages avec l'animé, on verra ça tout à l'heure dans une partie spécifique de la vidéo. D'abord, faisons fi du modèle d'origine et regardons si le sculpte du visage, hein, puisque c'est toujours ce qui nous attire le plus, c'est ce qu'on regarde en premier sur une figurine, la beauté du visage. Voilà. Alors, oui, je précise un truc. De toute façon, je vais y venir plus en détail. G, c'est une figurine particulière dans le sens où il a une chevelure très très abondante, ce qui fait qu'elle nécessite l'aide d'un stand. Je vais vous expliquer ça dans un instant, mais ça complique parfois un petit peu la stabilité. Mais malgré tout, tout à l'heure, vous avez vu, j'y suis arrivé sans mal. Alors, quant au sculpte du visage, eh ben, pour moi, en tout cas, on est dans le bon vis-à-vis de l'esthétique. L'esthétique est très belle, il n'y a pas de défaut de finition. Le sculpte de la bouche, des yeux, vous prenez chacune des parties du visage séparément, il n'y a pas de souci. Peut-être une légère trace de grappe sur le nez et encore, il faut vraiment venir de près pour la voir, elle est très très légère. Alors c'est sûr, les figurines Figuarts, on voit les articulations, hein, il y en a beaucoup, elles sont très agréables à manipuler comme je vous l'ai dit, mais malgré tout, la musculature est très bien représentée. Le scooter a quand même certains détails, hein. Vous voyez, ils font ça de manière minutieuse. Et les cheveux, le sculpte des cheveux est vraiment remarquable. Je ne dis pas que c'est 100% en raccord avec l'animé, hein. Les mèches devraient peut-être être de mémoire un peu plus dans le vent. Mais regardez, ils se sont fait chier, quoi, hein, on peut le dire comme ça. Et alors venons-en à la particularité du stand. Voilà. La moitié du poids du personnage, à mon avis, ce sont ses cheveux. La mèche arrière ici, on ne peut pas l'enlever, on peut juste convenablement la soulever de sorte à pouvoir enlever une partie du dos de l'armure du personnage. On met une autre pièce qui n'est pas tout à fait identique, mais qui a la même fonction, désolé pour la mise au point. Elle est automatique, mais quand j'ai les deux mains, je ne sais pas toujours gérer tout en même temps, voilà. Ils ont juste rajouté cette partie ici pour pouvoir enfoncer un stand. Alors un stand, tout d'abord, c'est quoi? C'est ceci. Là, je parle de mise au point. Je sais que ça va être compliqué, car un stand, c'est transparent. Je vais garder ma main à côté, sinon on a du transparent sur un fond blanc. Et enfin voilà, je le sais, par expérience, ça va partir en couille. Donc, le stand, bien sûr, est stable, hein. J'ai pas besoin de le tenir avec ma main, je vous ai dit pourquoi je la mettais. Pourquoi c'est transparent? Pour faire discret, et c'est ce qui sert d'une manière générale à soutenir les personnages quand on veut les mettre dans des poses acrobatiques, des poses d'attaque, les faire voler, etc. Le genre de pose qu'on ne pourrait pas faire forcément de façon naturelle. Et ici, puisque le poids de ses cheveux est conséquent,
Ce que vous faites, vous enlevez la pince du stand. La pince, c'est généralement ce qu'on met autour de la taille d'un personnage. Et alors ici, ils ont prévu le coup. Vous avez donc le trou hein, dans la partie bonus du dos de l'armure. Vous enfoncez le stand dedans et vous le disposez comme ceci. Alors la tige du stand, je précise, désolé pour la mise au point, voilà, il faut la mettre dans ce sens-ci. Si vous l'inclinez dans l'autre sens et que donc les pieds du personnage arrivent sur la base du stand, ben, on ne pourra pas tenir Jis droit. Donc, comme ceci. Alors, hop, il a perdu son détecteur. C'est pas grave, je vais le lui remettre, il n'est pas cassé, je vous rassure. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, j'ai fait 2-3 petits tests avant de lancer la vidéo, je veux dire, de me filmer. Pour déjà un petit peu déblayer le terrain. Je vous montrerai justement comment est-ce qu'on remet le détecteur. Et voilà, donc tout à l'heure, c'est vrai que je suis arrivé sans peine à faire tenir Jis debout, sans le stand, mais voilà. Peut-être que dans certains cas de figure, ça s'avérera un petit peu compliqué à faire. Mais je vous montre comment est-ce qu'on peut opérer la chose. Voilà. Alors, bah, venons-en au détecteur. Donc, ça, ce sera pour plus tard dans la séquence posing. Je lui remets donc la pièce d'origine. Alors, pour lui mettre le détecteur, ce qu'il faut faire, si c'est bien la même chose qu'avec Vegeta, le scooter Vegeta, hein, eh bien donc on enlève la partie avant des cheveux, vous voyez, ça se fait très facilement. Alors, vous retirez le visage, et alors donc, le scooter vient s'enfoncer comme ça, voilà. Il ne faut jamais forcer avec les figures. Il n'y a vraiment pas besoin. Tout se fait de manière très fluide, et puis vous replacez le visage. Et puis la mèche de cheveux. Et en même temps, vous avez vu comment est-ce qu'on replace les visages de la figurine. Hein. On va faire un petit test de changement de main. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas les changer tous. Alors ce que vous faites, c'est que vous venez un peu coincer le bord de la main avec votre main droite, et vous retirez avec la main gauche. Je recommence. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit Spock. Ah oui, excusez-moi pour le cadrage. Ben, je fais bien de recommencer puisque je cadrais mal. La mise au point est bonne, voilà. Donc pour être sûr, on ne sait jamais, hein, j'ai dit qu'il n'y avait pas de casse avec Bandai. Les figurines Sailor Moon font un peu exception malheureusement. Et donc voilà, vous effectuez une petite pression avec l'index et le pouce de la main droite. Et ben, la main, vous tirez légèrement avec la main gauche et ça part tout seul. C'est très souple. Et ensuite, ben, pour remettre, voilà, de nouveau une pression avec les doigts de la main droite. Il faut appuyer un tout petit peu plus fort, ça dépend aussi des mains. Et voilà, ça se remet sans difficulté. Voilà, j'enlève, je remets. Ça, c'est nickel. Alors, on a fait un peu le tour du personnage. Les accessoires, la valise donc, avec apparemment un logo et quelque chose d'écrit dessus, mais dans un alphabet qui n'est pas le nôtre, hein, puisque ce sont des extraterrestres. La valise, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non. Ils n'ont pas fait de scooter bonus à mettre à l'intérieur, mais c'est pas grave en même temps de souvenir. Dans le manga en tout cas, je pense bien que non. Dans l'anime, je ne sais pas, mais j'ai pas le souvenir qu'on la voit ouverte. Mais Jis débarque avec, hein, lorsqu'ils arrivent sur Namek tous les 5. Il l'a en sa possession. C'est lui qui l'a armé à Freezer, qui avait besoin de plus de scooters, puisque une partie de son armée a perdu ses scooters plus tôt dans l'histoire. Voilà. Plutôt bien représenté. Maintenant, en même temps, il n'y avait pas grand-chose à faire. La Dragon Ball de Namek. Voici donc la Dragon Ball à 2 étoiles. Voilà, elle a déjà une bonne taille. Hein. Ben ça, ils ont bien respecté dans les proportions. Alors, je ne suis pas un expert en matière. Si vous voulez, c'est un peu de la même matière que les billes avec lesquelles on joue. C'est transparent, c'est très réaliste. Très réaliste, pardon, c'est vraiment bien reproduit. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer, évidemment. Et alors, son attaque pour reproduire le Crushing Ball. Là, je vais vous montrer, il y a une attache spéciale. Je l'avais dit en vous présentant les blisters, qu'il y avait une tige en plastique transparente. Je ne savais pas à quoi ça servait, et bien en fait, c'est pour ça. Donc, vous voyez, il y a un trou dans la boule d'énergie et un plug ici. Bah, tout simplement,
Ça, j'ai pas fait le test, c'est la première fois que je le fais. Là, ah oui, je vois qu'il faut un petit peu forcer. Apparemment, il ne faut pas avoir peur. Ah. Bon, bah là, je devrais dire que je déplore avec vous le fait que ça ne rentre pas. Voilà, j'y suis arrivé, mais péniblement. Pour moi, ça reste un défaut, pas un défaut d'usinage, mais une mauvaise conception de la part de Bandai, car ça doit être beaucoup plus efficace. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je manipulais la figurine, tout se faisait en souplesse, sans forcer, et là, voilà. Je vais le refaire si vous voulez. Je me tais, normalement il faut entendre le petit bruit qui rassure, le petit spock, comme je dis toujours. Écoutez. Ah bon, bah on l'a pas entendu, mais vous voyez, j'ai dû un peu insister. Et alors un conseil, voilà, je suis droitier, donc je vous conseille d'utiliser votre bonne main avec la tige en plastique, et donc avec l'autre main, vous tenez la boule de feu. Voilà, alors ensuite, pour la placer sur Jis, forcément on va lui donner le posing adéquat. Bon, d'abord il faut mettre la main, d'habitude j'ai aucun mal à faire ça, voilà. Et alors le bracelet, un peu plus bas sans doute, juste en dessous du poignet. Non, voilà, sur le poignet, oui, c'est ça. Voilà. Alors je recule un petit peu, désolé. Forcément, je faisais plus attention à ce que je faisais qu'à la façon dont c'était filmé. Et donc, on a l'illusion qu'il est en train de préparer sa boule d'énergie. Voilà. Donc je vous remontre. Alors au cas où, bah, pour l'enlever, voilà, délicatement. Là, il faut vraiment faire gaffe, car à mon avis, ça doit être fragile ce genre de pièce. Et donc, à la hauteur du poignet, voilà. Si j'ai buté la première fois, c'est parce que j'avais tout bêtement pas bien enfoncé la main. Hop. Voilà, ok, bon. Passons à la suite maintenant, avec les épaulettes. Alors, là, pour les enlever, je n'ai jamais eu à le faire, donc j'ai pas de stratégie particulière. Ça résiste, c'est pas simple. Voilà, comme je l'ai dit, je me suis un petit peu exercé en off. J'ai fait les manipulations dans les deux sens, en enlevant et remettant chaque paire d'épaulettes. Je confirme, c'est pas simple. Bon, déjà un petit conseil, enlever le visage et les cheveux à l'avant. Je sais pas si ça change grand chose, mais toujours est-il que j'y suis arrivé plus facilement une fois que je l'ai fait. Et on ne sait pas enlever cette chevelure-là. J'ai un peu essayé de tirer. Le plug noir à l'intérieur du cou, il a l'air bien scellé. À vos risques et périls si vous essayez quand même de l'enlever. Donc, les épaulettes de base que voici. Pour les retirer, ce que je fais, c'est que je pince un petit peu ici. Et puis, il faut pas hésiter à tirer en ballottant un peu gauche-droite. Voilà, même chose ici. Vous voyez, ça vient pas tout seul. Hein. Voilà. Et alors ensuite, pour mettre les épaulettes bonus, il faut venir d'abord épouser la forme. Donc c'est cette partie, c'est la partie où il y a la tige avant qui doit aller à l'avant. Et la partie où c'est plus court, où c'est normal, où il n'y a pas de design particulier à l'arrière. Et donc, on vient épouser la forme. Voilà, comme ceci, vous voyez mieux. Et puis moi, ce que je fais, c'est que je le mets de profil. Il faut pousser, malheureusement. Voilà, il faut pousser. Puis quand on entend le shplick, stock, c'est comme vous voulez. Si vous avez une onomatopée, dites-le moi dans les commentaires. Une qui vous conviendrait mieux. Je vais garder le shtick. Le ploc, c'est pour les têtes. Et alors, même chose ici. Voilà, on essaye d'épouser la forme. On met la figurine de profil. On pousse. Et voilà. Ah, là, il n'y a pas eu le shplick-shplock, mais bon, on voit que c'est mis. Puis on le sent. Quand on a la figurine en main, on le sent quand c'est bien mis. Et donc, ben oui, c'est le posing pour qu'il ait les bras levés. Hein. Et vu toutes les chorégraphies qu'il fait au sein du Commando Ginu, je crois que ça va s'avérer très utile. Notamment pour son attaque, je pense. Et donc, on l'a mis, ben on va l'enlever pour remettre les épaulettes de base. C'est le genre d'exercice que vous serez amené à faire lorsque vous allez vouloir varier vos posings. Et hop, on les enlève comme ceci en mettant sa main dans le creux de l'épaulette. Et on tire, et ça va. À chaque manipulation, vous aurez un petit stress. Ça fait un peu peur, mais croyez-moi, ça va. Et alors, ces épaulettes-ci, les épaulettes de base, sont plus faciles à remettre. Voilà. Ah bah, j'ai pas entendu le shplick, shplock, shtick, shtack. Mais on le sent, voilà, on voit que ça épouse bien. Hop,
la forme, donc c'est bon. Voilà, quand on commence à prendre l'habitude, qu'on s'exerce un peu, ça finit par marcher. Et il me reste une chose à vous présenter, et pas des moindres, c'est la tête de Goku Ginu. Pareil pour lui, je vais faire un comparatif également. Parce que bien sûr, il faut vérifier que le visage est bien raccord, mais de mémoire, oui, c'est tout à fait ça. Hein. Et alors je lui mettrai le corps de Goku. De toute façon, ça servira également pour les posings. Voici donc la SH Figures de Goku pour faire le test avec la tête possédée par Ginyu. Alors, comme je vous l'ai dit, la tête Ginyu, Goku Ginyu, elle tient d'un bloc. Hein. Les cheveux ne peuvent pas être enlevés du visage. Sinon, au cas où vous n'auriez pas encore de figurine dans votre collection, vous voyez que la figurine de Goku, qui a forcément plusieurs visages, eh bien, elle se démonte comme ceci. Voilà. Mais alors, pour mettre, par contre, forcément, la tête de Goku Ginyu, il faut viser juste, puis y aller à tâtons pour enfoncer. Pas de splic, splac, sploc, mais cela dit, à la sensation, elle m'a l'air bien mise. Voilà, je joue un peu avec. Ouais, pour moi c'est bon. De toute façon, on va le voir au rendu. Ça fonctionne. Quoique, non. Bon bah... Voilà, on se retrouve de nouveau. Bon, je pense que j'y suis arrivé en off. Je réessaye donc pour vous montrer face caméra. Et pareil, pour l'enlever, c'est pas simple. Hein. Ça déménage beaucoup plus que ce que ça ne devrait l'être en temps normal. Vous l'avez entendu, je pense, j'ai dû forcer. Donc, j'essaye de le refaire devant vous. Voilà, il faut viser juste, puis enfoncer. Non, de nouveau, ça ne marche pas. J'ai peut-être eu un coup de bol. Bref, gros défaut. C'est bien beau, c'est même super de nous avoir fait ce bonus. Mais ils n'ont pas réfléchi à la pose de la tête. Voilà, là, ça me semble bon. J'ai pas eu le bruit qui rassure. Voilà, bon, il courbe les chines. Ouais, gauche-droite, ça va. Il regarde en l'air, ouais, moyen. Bref, je pense pas qu'on puisse avoir mieux que ça. Alors, le comparatif au niveau des tailles, pour voir si Jis est raccord par rapport à la taille de Son Goku. Puisqu'on les voit côte à côte, hein, lorsque Ginyu est dans le corps de notre héros. Et je sais pas vous, mais Jis m'a l'air massif aussi. Il m'a l'air vachement costaud alors qu'il est plus... Je dis pas qu'il est pas svelte, ça reste un guerrier, mais... Il est encore moins trapu que ça, il me semble, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. Je sais pas, il a l'air bien plus imposant que Goku et à peine plus petit. Bon, ça, je le mettrai en commentaire, puisque le comparatif va s'arrêter là, si je puis dire. Hein. Je ne vais pas faire un comparatif en off juste pour les tailles. Ça, je vais le faire pour les visages. Mais oui, Goku est un peu plus grand, mais il me semble... Peut-être que je me trompe, mais il me semble que Jis devrait être un peu plus petit. Et moins balèze aussi. Et j'ai la figurine de Ginyu, tant qu'on y est pour les tailles, puisqu'on le voit quand même encore un peu plus souvent aux côtés de Ginyu, dans son vrai corps, dans son corps tel qu'on le découvre à la base, car on ne sait même pas si c'est son vrai corps, puisqu'il change souvent. Alors désolé, il n'a pas la bonne main, mais en fait voilà, il était déjà exposé dans mes dioramas depuis un moment. Je l'avais mis en posing d'attaque, donc forcément sa main droite elle est un peu foireuse. Pareil, il a le visage hurlant, bon c'est pas grave, c'est juste pour le comparatif des tailles. Là par contre, oui, Ginyu est assez imposant. Et là le rapport des tailles m'a l'air d'être respecté. D'ailleurs regardez, je dois même relever un peu ma caméra ou même reculer les figurines pour que vous puissiez mieux en profiter. Voilà. Bon désolé, le posing est complètement dégueulasse, mais je l'ai ressorti juste pour les tailles. Là oui, clairement, on voit vraiment une différence. Et pareil, Ginyu est massif, il est imposant tel qu'il doit l'être. Alors je vous laisse pas imaginer quand on aura Ricom et Burta ce que ça va être. Je devrais les mettre là-bas tout au fond. Clairement, j'ai déjà vu des images de présentation de Bandai dans les salons. Bon, ils les mettaient la plupart du temps en posing de danse, mais je crois que j'ai vu une photo je sais plus où, je sais pas si j'arriverai à vous la retrouver, mais en même temps je ne vous la montrerai pas, comme ça je vous garde la surprise pour le jour où je ferai la review, puisqu'à chaque fois qu'un nouveau membre du Command débarquera, je referai le comparatif avec les anciens, puis je vous gratifierai de la danse, forcément. Mais
Ouais, Bertha, il va dépasser les 20 cm, c'est obligé. Voilà. Bon, et bien maintenant, on va se retrouver en off pour le comparatif des visages, et puis une petite séquence posing. Et bien sûr, après, la conclusion. J'allais oublier de le préciser. A tout de suite, les amis. Passons à présent au comparatif des visages. Alors, d'emblée, je préviens, j'ai essayé tant que possible de me fier à l'anime. Tout simplement parce que Bandai, d'une manière générale, produit ses figures vis-à-vis des couleurs de l'anime. Maintenant, bon, Dragon Ball, c'est pas Senseiya. Les couleurs de l'anime sont très très proches de celles du manga, pour ne pas dire quasi toujours identiques. Mais justement, pour Jis, vous allez voir tout à l'heure, ça diffère un peu. Et alors, autre chose que je me dois de vous préciser, c'est que j'ai du mal à obtenir tous les visuels que je veux, en vidéo du moins, pour Dragon Ball. Du coup, certains visages seront comparés à la version du manga. Et ce sera l'occasion justement de vous montrer les différences qu'il y a. Voilà, donc ici, commençons par le visage neutre, et c'est sur celui-ci que je vais essentiellement me baser, puisque c'est généralement les visages neutres qu'on utilise pour ces expositions, quoiqu'avec le commando Ginu et les posings de danse que tout le monde va leur donner, j'imagine, il sera alors plutôt de bonne aloi d'utiliser des visages expressifs, hurlants et autres. Mais bon, voilà, je pense que la base, c'est toujours le visage neutre, même si ici il n'est pas vraiment neutre puisqu'il sourit. Et je précise aussi que vous voyez, on doit déplorer une tache blanche sur le nez de ma figurine. Bon, là ça ne rentre pas dans le cadre du comparatif, mais puisque sur cette photo on le voit très bien, j'en profite pour le signaler, mais ça c'est un défaut de fabrication qui ne sera pas propre à tous les exemplaires, c'est juste moi qui n'ai pas eu de chance. Voilà, commençons avec le premier point, car même si a priori, au premier regard, la figurine est fort bien réalisée, je l'ai dit, les figures c'est d'un très bon niveau, il y a tout de même quelques petites différences. Alors la première chose qui me saute aux yeux personnellement, c'est le teint de la peau. Alors bien sûr, il y a un éclairage artificiel, mais ici c'est très proche de ce que rend la figurine quand vous l'avez en main. Et vous remarquerez que le teint de la peau de la figurine est trop rouge, trop foncé par rapport à celui de l'anime qui a un côté plutôt rouge-orangé. Cela étant, je vais vous le montrer, dans le manga, il est comme ça. Voilà, j'incruste vite fait une image du manga pour vous le montrer. Là, la couleur de peau est plus raccord, mais on y reviendra tout à l'heure puisqu'il s'agit d'un visage hurlant. Sinon, le premier point où il y a une différence se marque, enfin je dis le premier que je relève, peu importe l'ordre, c'est donc la taille de l'iris, et donc aussi la pupille. Ils sont tout simplement trop grands sur la figurine, et ça c'est quelque chose qui revient souvent chez Bandai. Vous pourrez le remarquer notamment avec les figurines mid-close. Dans la version de l'anime, et là c'est pareil pour le manga, j'ai oublié de le préciser, mais autant il peut y avoir parfois des différences au niveau des couleurs, autant au niveau des traits, du dessin, c'est excessivement fidèle. Hein. Donc les commentaires que je fais valent pour les deux médiums. Mais on le voit bien ici à droite de l'image, Jis a des iris vraiment minuscules. Le deuxième point que je relève, c'est la forme des yeux. Elle est trop allongée et trop tirée en amande sur la droite, sur la figurine donc, là où elle doit avoir une forme plus proche d'un carré, si vous voyez ce que je veux dire, dans la version animée. Alors je sais, je pinaille, c'est une très bonne figurine au niveau de la finition, je le répète, mais voilà, je me dois d'être exhaustif, du moins de ma propre observation, et on remarque que la mèche ne tombe pas assez bas. Vous voyez, la coiffure est relativement bien représentée, mais sur la version d'animé, on voit qu'il y a une mèche qui tombe un petit peu sur l'oreille, là où elle s'arrête de manière trop carrée, elle n'est pas assez pointue en fait sur la version de la figurine. Alors le souci de raccord que je soulève ici vaut pour beaucoup de figurines de la gamme SH Figures Dragon Ball. Vous le voyez, la forme du menton et le sculpte des joues est très régulier sur la figurine, là où il est plus découpé. Il y a un creux entre le bas des joues et le menton qui, dans la version animée donc, qui lui donne du coup un côté plus saillant. Voilà, ça revient souvent et je pense que ça se doit d'être souligné, tout simplement. Et là, pour en finir avec le visage neutre, c'est du détail, mais regardez la forme des sourcils, elle retombe un petit peu dans la version animée, elle est plus découpée qu'elle reste sur la figurine dans une sorte de prolongement sans qu'il y ait de cassure sur la fin. Elle doit être un peu plus épaisse aussi sur son extrémité, le sourcil. Voilà, passons aux autres visages, mais vous allez voir, ça va aller plus vite. Alors pourquoi ça va aller plus vite? Eh bien tout simplement parce que je ne vais pas me répéter. Les qualités de sculpte et les défauts sont toujours en gros les mêmes. J'irai même jusqu'à préciser, si vous regardez bien, que là le menton, c'est fidèle. C'est fidèle par rapport à l'animé, mais l'animé n'est pas logique par rapport à lui-même, puisque le côté saillant avec le creux dans les joues n'est plus présent. Pour le reste, oui, les iris sont toujours un peu grandes.
Cette fois, je dirais que c'est la forme de l'œil qui est un peu plus allongée, mais bon, on va s'arrêter dans les chipoteries, car c'est pas exactement le même visage. Voilà, je ne sais pas sur quel visuel Bandai s'est basé, mais je ne suis pas parvenu à retrouver l'expression identique. J'ai pris au plus proche. Ici, on a donc une expression de surprise. Dans les deux cas, Geese l'est. C'est manifeste, mais vous voyez, il regarde vers le bas, la bouche n'est pas ouverte de la même manière. Donc voilà, je pense que ce ne serait pas vraiment opportun d'aller plus loin. Le visage hurlant à présent, même constat, il n'y a pas grand chose à dire. Pareil, j'ai pris au mieux. Cette fois, je me suis donc référé au manga. Et alors du coup, il y a une autre différence qui se pose, et ça nous amène à un problème très spécifique à cette figurine. Voilà, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, la couleur de peau est plus proche. On a un rouge rosâtre qui correspond mieux, mais comme on est dans le manga, il a des yeux bleus, il n'a plus les yeux verts. Or, la figurine de Geese a bien les yeux verts comme dans l'anime, donc ils ont fait une espèce de mix entre les yeux de l'anime et la couleur de peau du manga. Ça veut dire que Bandai, quelque part, est un petit peu négligent, pas assez attentif. Pour le reste, les expressions sont assez proches, le sculpte est relativement bon. Et comme nous avons la tête de Goku possédée par Ginyu en bonus, eh bien comparons-la. Et ma foi, vous verrez, il n'y aura pas grand chose à dire, c'est du travail relativement bien foutu. On va donc tout de suite passer aux détails. La première chose, regardez la forme du menton. De nouveau, même si les creux de la joue sont moins prononcés qu'avec Geese sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, quand même, le menton doit être un peu plus saillant. Le deuxième point, c'est la mèche. D'une manière générale, je dirais que les mèches de la figurine sont un peu trop épaisses, quoique ça va encore, mais celle que j'ai entourée ne descend pas assez bas, tout simplement. Voilà, elle doit carrément arriver jusqu'à l'œil, jusqu'au blanc de l'œil, et ce n'est pas le cas. Dernier point pour ce comparatif. Alors ici, je vous précise que je ne sais pas si c'est répercuté à tous les exemplaires ou si c'est juste propre au mien, mais regardez dans le petit rond bleu, on voit qu'il y a comme un iris gris qui entoure la pupille de Goku, et ça ne semble pas être le cas sur l'œil gauche qui est recouvert par le scouter. Et comme on ne sait pas enlever le scouter, j'ai pas pu vérifier. Donc voilà, c'est un peu bizarre, il n'y a pas ça dans l'anime, donc je me devais de le souligner. Voilà, le comparatif est à présent terminé. On va se retrouver pour une petite séquence posing en musique et ensuite le bilan. Passons à présent au bilan de la figurine et comme toujours dans mes vidéos, je commence par le négatif afin de terminer en beauté. Le premier point, j'en ai pas parlé pendant la vidéo, mais c'est son prix. Aujourd'hui, la figurine est à 66,90 chez Funky Shop. À l'époque, elle valait 59,90. Alors je précise, ce n'est évidemment pas Funky Shop que je mets en cause. Lui, il n'y est pour rien. Il doit s'adapter au marché et une figurine que j'ai donc achetée lors de la précommande en juillet. Aujourd'hui, on est en février et l'augmentation, alors qu'elle n'est pas encore rare, elle est toujours disponible. L'augmentation me paraît un petit peu abusée et d'une manière générale, le prix des Figuarts, c'est pas les mid-close encore, mais ça monte pas mal quand même. Bandai se sucre bien. Le deuxième souci, eh bien, c'est le problème de fixation des épaulettes. Bon, on peut les mettre, mais il faut forcer et c'est jamais bon de devoir forcer avec une figurine. Et ça vaut également pour la tête de Ginyu, enfin de Goku Ginyu, qui est assez compliqué à fixer du fait qu'on ne peut pas détacher les pièces du visage, des cheveux. Et le quatrième point, très compliqué, vous l'avez vu, le Crusher Ball. Cinquième point, l'absence de stand. Et c'est dommage, car vous l'avez vu dans la séquence des posings, on a besoin, pour la plupart d'entre eux, du stand. Donc, ils nous fournissent une pièce bonus dans le dos pour nous faire comprendre qu'à cause de sa grosse chevelure, il va falloir un stand pour le faire tenir, mais ils ne le vendent pas avec. Chose qu'ils faisaient pourtant avec d'autres personnages. Et pour terminer, le problème de raccord au niveau des yeux et de la peau. Il a les yeux de l'anime, mais la couleur de peau du manga. Donc là, Bandai s'est pas bien positionné. Passons à présent au point positif. Alors tout d'abord, l'existence même de cette figurine. Voilà, Bandai développe de plus en plus la gamme et on a à présent droit à des personnages secondaires, mais de choix.
Le fait qu'on va pouvoir reproduire tout le commando GNU et dans pas longtemps en plus, c'est vraiment cool. Le deuxième point, eh bien, l'excellent rendu global. Vraiment, cette figurine est d'une très haute qualité visuelle et ça se doit d'être souligné. Ensuite, le SRM, eh bien, ils sont tous au top. Donc pour rappel, stabilité, rigidité et maniabilité. Le sixième point positif, et non des moindres selon moi, vous le savez, c'est que les visages sont relativement fidèles dans leur sculpte. On reconnaît bien Geese. La figurine est très réussie aussi à ce niveau-là. Septième et avant-dernier point positif, eh bien, le grand nombre d'accessoires. Nous avons une Dragon Ball, nous avons la Crushing Ball, la valise, la tête de Goku GNU. Vraiment, là, on a été gâtés. Pour le coup, merci Bandai. Et le dernier point positif, pour moi, c'est à différencier des bonus, puisque c'est élémentaire d'en avoir, c'est les paires de mains et les visages. Et j'insiste sur les paires de mains, car Bandai a bien pensé à reproduire toutes les mains qu'il faut pour reproduire chacune des chorégraphies que Geese effectue. Et du coup, on a des mains assez spécifiques, et ça, c'est vachement cool. Voilà, cette review sur la Figuarts de Geese est terminée. Je vous invite à présent dans les commentaires à me donner votre avis. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez pas? Est-ce que vous comptez l'acheter au terme de cette review? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, il n'y a aucun souci avec ça. Je serais cependant intéressé d'avoir votre avis dans les commentaires, savoir en quoi je pourrais m'améliorer, etc. Si vous aimez mon contenu d'une manière générale, pensez à vous abonner, ce serait sympa, ça aidera la chaîne à grandir. Activez la cloche car c'est bien d'être abonné, mais sur YouTube, le contenu est tellement vaste que ça pourrait se perdre et ça va se perdre dans la masse. Donc si vous activez la cloche, vous serez au courant des prochaines vidéos que je vais publier. Là, la prochaine, ce sera donc pour la toute fin de ce mois de février, une adaptation mid-close, la suite des aventures des Galaxian Wars. C'était le pauvre fou, je vous remercie 1000 fois d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.